J'ai été agressé par mon ex-conjoint qui est venu dans les bureaux de mon entreprise et a exprimé la volonté de me tuer. Donc il m'a frappé avec un manche de hachette violemment sur la tête. J'avais du sang de partout, bon là, encore l'arcade sourcilière fondue. Je pense que j'ai dû mon salut à ma collègue de travail qui était en train de partir. Elle était encore sur le parking, elle a entendu crier, elle est remontée, elle a peut-être stoppé. En tout cas, à un moment, il m'a dit « je vais t'emmener à l'hôpital ». Moi j'avais peur, honnêtement, je pensais qu'il allait m'achever dans la voiture. L'histoire de cette femme que nous appellerons Evelyne est loin d'être unique en cette période de pandémie. En dehors de cette crise, si l'on se fie aux cas déclarés, une femme sur 3 subit les violences de son compagnon, ex-compagnon ou d'un proche, des actes qui causent la mort de plus de 100 femmes chaque jour dans le monde. Mais le confinement a fait exploser le nombre de signalements. Dans certains pays européens, ils ont augmenté d'un tiers. Il est difficile d'évaluer avec précision l'impact de la pandémie sur les violences conjugales en Europe. Les données ne sont pas collectées de manière systématique. En Italie, le ministère de l'Intérieur a recensé 11 meurtres en 11 semaines de confinement. Lorena, 27 ans, futur médecin, a été tuée par son petit ami infirmier qui l'avait accusé de lui avoir transmis le coronavirus. Ces violences ont aussi fait 4 victimes en Espagne pendant le confinement, notamment à Gérone, où une commémoration a été organisée. Depuis janvier, 20 féminicides ont été recensés dans le pays, mais des sources non officielles en signalent le double. En France, seuls 20% des victimes de violences conjugales décident de porter plainte contre leur agresseur. Elles craignent notamment les conséquences d'une telle démarche. L'ex-conjoint d'Evelyne a été relâché 2 jours après les faits, en attendant son procès prévu 1 mois plus tard. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises pour garantir l'éloignement de votre ex-conjoint? Il n'a juste pas le droit de m'approcher, le droit de me contacter de quelque sorte que ce soit. Donc c'est le bon vouloir. C'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la procédure qui vous a vraiment choqué? Que la parole de la victime soit absolument pas entendue, qu'on prenne des décisions sans m'avoir même informé et qu'on n'assure en rien ma protection d'une manière ou d'une autre. Donc qu'il a été libéré? Quand on m'a appelé, il était déjà libéré. Tout pouvait se passer. En novembre dernier, la justice française a publié un rapport sur 88 homicides et tentatives d'homicides conjugaux. Dans 65% des cas, la police ou la gendarmerie avaient été avertis de la situation au préalable. La ministre de la Justice a réclamé que les dysfonctionnements soient identifiés. Quelles sont ces failles? Nous avons posé la question à une avocate spécialiste de la protection des victimes. Nous avons à notre disposition des mesures qui peuvent être prises. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de réponses judiciaires à donner et que vous avez peu de personnes qui sont en capacité d'accueillir les plaintes et de répondre et qu'on manque de moyens humains, de moyens matériels pour mettre à l'abri les personnes qui sont violentées. Ce n'est pas possible. Face à la hausse du nombre de féminicides en France, l'année 2019 a été marquée par des manifestations contre ce fléau et par le Grenelle sur les violences conjugales tenu par le gouvernement et les associations. Il a abouti à l'annonce d'une série de mesures. Pendant la pandémie, de nouveaux outils pratiques ont aussi été mis en place dans le pays. Les victimes peuvent par exemple se signaler en pharmacie en prononçant simplement un code si leur compagnon violent est avec elle à ce moment-là. Mais la présidente du syndicat des pharmaciens du Rhône s'interroge sur les résultats de ce dispositif. Dans ma pharmacie, pas de cas. J'ai demandé un petit peu à mes confrères dans le Rhône, il n'y a pas eu de cas non plus. C'est étonnant que pas de pharmacie n'ait eu de cas, parce que je pense qu'il y aurait dû en avoir. Et effectivement, est-ce qu'elles n'ont pas osé venir? Des points d'écoute pour les femmes victimes ont aussi vu le jour dans des supermarchés partout en France. Le seul situé dans la région de Lyon, qui figure toujours sur le site internet du gouvernement, n'a pas été facile à trouver. Il a été fermé à la fin du confinement. Les numéros verts des associations d'aide aux victimes ont fait face à une vague de signalements. À Lyon, Vifi, SOS Femmes, a reçu plus d'1 millier d'appels en 7 semaines de confinement. Sur ce total, 230 femmes n'avaient jamais contacté l'association auparavant. Il n'y a pas assez de logements pour les femmes. Et pendant le temps du confinement, il y a des moyens qui ont été mobilisés par l'État, par la région,
L'État a ouvert 60 places pour les femmes victimes de violences et du coup on avait des solutions pour les femmes, ce que d'habitude on n'a pas. Si aujourd'hui on a 10 appartements qui se libèrent, je pense qu'on a 10 femmes qui partiraient de chez elles. C'est-à-dire que dans le temps habituel, les femmes, elles restent chez elles, pour certaines, parfois parce qu'il n'y a pas de solution d'hébergement. À l'échelle mondiale, le confinement a eu un effet révélateur sur ce qu'endurent certaines femmes au sein de leur foyer. En Europe, de nombreuses actions sont menées pour modifier les législations, améliorer la réponse policière et renforcer le soutien aux victimes. Allô, j'ai besoin d'aide. Je suis Patricia. 34 États membres du Conseil de l'Europe ont déjà ratifié la Convention d'Istanbul, s'engageant ainsi à appliquer les différentes mesures qu'elle énonce pour protéger les femmes. La prise de conscience est là, mais qu'en est-il des outils concrets pour lutter contre les violences conjugales ? Ces dernières années, on a constaté de grandes avancées dans les législations nationales, avec de plus en plus d'infractions pénales qui ont été introduites. Dans de nombreux pays signataires de la Convention d'Istanbul, il y a une vraie démarche qui a été menée pour évaluer si le financement était suffisant, si les services étaient suffisants ou s'il fallait mettre en place de nouveaux services. Donc de nombreux pays se sont dotés de services dédiés aux violences sexuelles qui n'existaient pas auparavant. Pour autant, la Hongrie a récemment refusé de ratifier la Convention d'Istanbul, tout comme la Bulgarie, la Slovaquie et la Lettonie. Le gouvernement hongrois, conforté par le Parlement sur ce sujet, a affirmé ne pas avoir besoin de ce texte, même s'il est d'accord avec son objectif de protection, et estimé qu'il promeut, je cite, des idéologies sexistes destructrices et la migration illégale. Ces institutions et mesures existent déjà dans le système législatif hongrois. Elles fonctionnent. La plupart d'entre elles ont été instaurées par notre gouvernement. De plus, ces législations sont dans la plupart des cas beaucoup plus strictes que ce que préconise la Convention d'Istanbul. Insuffisant pour cette association de défense des droits des femmes qui a manifesté plusieurs fois en soutien à la Convention que la Hongrie avait pourtant signée en 2014. La Convention d'Istanbul pourrait représenter une approche exhaustive dans la lutte contre les violences conjugales et sexuelles. On y perd beaucoup de ne pas la ratifier, car au lieu de ça, il n'y a que des efforts isolés qui sont menés pour s'attaquer à ce phénomène. Tout l'enjeu est de venir en aide aux victimes à temps pour qu'elles puissent retrouver leur équilibre loin de leur agresseur.